Le SMS est arrivé à 21h15 un lundi. Papa, lecture du testament demain, 14h. Parker & Associates en ville. Ne viens pas. J'ai fixé mon téléphone dans mon petit appartement du Pearl District à Portland. Oncle John était mort il y a 3 semaines. Je savais qu'il y aurait une lecture du testament tôt ou tard. Je ne m'attendais pas à ne pas être invité. Moi, pourquoi pas? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Papa, c'est pour la vraie famille. Les gens qui se souciaient vraiment de John. Tu lui as rendu visite quoi, 2 fois en 10 ans. Ne t'embarrasse pas. Mes mains tremblaient. J'ai posé mon téléphone et me suis dirigé vers ma fenêtre, regardant la rue pluvieuse de Portland en contrebas. 2 fois en 10 ans. C'est ce qu'il pensait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Papa, ton frère et ta sœur seront là. Ta mère, tes tantes et oncles, les gens qui étaient vraiment présents dans la vie de John. Tu n'as pas ta place là-bas. J'ai repris mon téléphone avec des mains fermes et tapé un seul mot. Moi, d'accord. Puis j'ai mis une alarme pour 12h30 et je suis allé me coucher. Je mentais à ma famille depuis 8 ans. Pas sur quelque chose de dramatique. Pas sur une vie secrète ou une identité cachée. Juste sur l'endroit où je passais mes dimanches après-midi. Au travail, leur disais-je quand ils appelaient. Double garde, rattrapage de dossiers, réunion à l'hôpital. Ma famille ne remettait jamais ça en question. Pourquoi le ferait-il? J'étais assistante médicale aux urgences de Providence Portland. Les travailleurs de la santé avaient toujours des horaires bizarres. Toujours des réunions, toujours des dossiers à rattraper. Mais la vérité était différente. Chaque dimanche pendant 8 ans, de 13h à 17h, je conduisais jusqu'à la maison d'oncle John à Selwood. Nous déjeunions ensemble, regardions le match qui passait, travaillions dans son jardin, parlions de tout et de rien. Oncle John était le frère aîné de mon père. 68 ans à sa mort. Jamais marié, pas d'enfant, électricien à la retraite qui avait passé 40 ans à travailler pour la ville. Il vivait dans la même maison qu'il avait achetée en 1985. Un petit bungalow artisanal avec un porche avant et un jardin qui prenait la majeure partie de sa cour. Tomates, poivrons, herbes, fleurs. Il passait des heures là-bas chaque semaine. Quand j'avais 26 ans et venais de finir l'école d'assistante médicale, noyé sous les dettes et travaillant des gardes épuisantes, je m'étais arrêté chez lui un dimanche pour déposer quelque chose que ma mère avait envoyé. Une carte d'anniversaire, peut-être quelque chose d'obligatoire. Oncle John m'avait invité à entrer. M'avait fait à déjeuner. Sandwich au fromage grillé et soupe à la tomate. Simple et parfait. Nous avions fini par parler pendant 4 heures. Tu devrais revenir la semaine prochaine, avait-il dit. Si tu veux. Je fais un sacré rôti. Je suis revenu. Et j'ai continué à revenir. Chaque dimanche pendant 8 ans, nous cuisinions ensemble. Il m'a appris ses recettes, rôti, chili verde, soupe albondiga, tout ce que sa mère lui avait appris. Nous travaillions dans le jardin. Il m'a appris les tomates, le pH du sol, quand planter et quand récolter. Nous regardions ce qui passait à la télé. Match des Blazers, des Timbers, émissions de cuisine, documentaires. Peu importait. La compagnie importait. Et nous parlions de sa vie, de la mienne, de ses années d'électricien, de mes patients, de livres et de politique, de famille, de regrets et de rêves. Il est devenu mon meilleur ami. Pourquoi tu ne dis pas à ta famille que tu viens ici, avait-il demandé une fois, peut-être au bout de 2 ans. Parce qu'ils vont rendre ça bizarre, avais-je dit. Ils demanderont pourquoi je passe tant de temps avec toi. Ils penseront que je veux quelque chose, ou ils se sentiront coupables et commenceront à venir par obligation, et alors tu devras faire semblant d'apprécier les visites de gens qui ne veulent pas vraiment être ici. Oncle John avait hoché la tête. Tu as probablement raison. Ton père m'appelle tous les quelques mois. Demande comment je vais. Me dit que je devrais vendre la maison et déménager dans une résidence pour retraités. Il pense bien faire, mais ce n'est pas pareil que d'être ici. Non, ça ne l'est pas. Alors, nous avons gardé notre secret. Ma famille pensait que je travaillais les dimanches. Les voisins d'oncle John me connaissaient. Savaient que je venais chaque semaine, mais ils n'avaient jamais rencontré ma famille, donc il n'y avait personne pour le mentionner accidentellement. Pendant 8 ans, je me suis présenté, qu'il pleuve ou qu'il vente. À travers les hivers de Portland et les étés chauds, à travers mes propres drames relationnels et stress professionnels, à travers les alertes santé d'oncle John et ses bons et mauvais jours. J'ai manqué exactement 4 dimanches en 8 ans. 2 pour des vacances à Hawaï. Un quand j'avais une grippe si forte que je ne pouvais pas conduire.
Quand oncle John lui-même était à l'hôpital et m'avait dit de ne pas venir parce que les heures de visite ne correspondaient pas à notre heure habituelle. Ma famille lui a rendu visite peut-être 6 fois en ses 8 ans. Visites obligatoires des fêtes. Dîner de Noël quelques fois. Thanksgiving une fois. Toujours en groupe, toujours brièvement. Toujours avec l'air de cocher une case. Il y a 3 semaines, oncle John a eu un accident vasculaire cérébral massif. J'étais au travail quand j'ai reçu l'appel de l'hôpital. Il m'avait listé comme son contact d'urgence 2 ans plus tôt, bien que ma famille ne le sache pas. Je m'étais précipité à Providence St. Vincent, toujours en blouse. Je l'avais trouvé inconscient aux soins intensifs. Le neurologue m'avait dit que les dommages étaient étendus. Il ne s'en remettrait pas. J'avais appelé mon père depuis la salle d'attente des soins intensifs. Oncle John a eu un AVC, avais-je dit. C'est grave. À quel point? Grave au point d'être sous assistance respiratoire. Les médecins disent qu'il ne se réveillera pas. Silence alors. Jésus. Nous descendrons demain. Il est à Saint-Vincent? Soins intensifs. 3e étage. Compris. Merci d'avoir appelé, Sophia. Ils étaient venus le lendemain. Papa, maman, mon frère aîné Marcus, ma sœur cadette Elena. Ils s'étaient tenus autour de son lit pendant 15 minutes, l'air mal à l'aise. Maman pleurait doucement. Elena a pris une photo des moniteurs, ce qui semblait bizarre, mais je n'ai rien dit. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, avait demandé papa. Non, les dommages cérébraux sont trop étendus. Donc nous devons prendre des décisions concernant l'assistance respiratoire. Oui. Qui a la procuration médicale? J'avais sorti le document qu'oncle John avait signé il y a 2 ans. Moi. Les sourcils de papa s'étaient levés. Toi? Pourquoi toi? Il me l'a demandé il y a quelques années. Pourquoi ne le savions-nous pas? Je ne sais pas, papa. Demande peut-être à oncle John. J'ai fait un geste vers l'homme inconscient sur le lit. Je me suis immédiatement senti coupable pour le sarcasme. Cela semble irrégulier, avait dit papa. C'est légal. L'hôpital l'a confirmé. Ils étaient partis après 30 minutes. Je suis resté pendant 8 heures. Parti seulement pour faire ma garde. Revenu après. J'ai fait ça pendant 3 jours jusqu'à ce qu'oncle John s'éteigne doucement, moi lui tenant la main. Les funérailles étaient petites. Famille seulement. Oncle John avait précisé cela dans son testament, pas de grande production, juste la famille immédiate au cimetière. Nous nous étions tenus sous la pluie au cimetière de Riverview. Le prêtre a dit des mots génériques sur le repos éternel. Ma famille a pleuré de manière appropriée. Je me tenais silencieuse, trop vide pour pleurer devant eux. Après, chez mes parents à l'Oswego, la famille s'était rassemblée. Sandwich, café et conversation calme. Est-ce que John avait beaucoup? Avait demandé oncle Robert. Robert était le frère cadet de papa, agent immobilier à Beaverton. Beaucoup de quoi? A répondu papa. Argent, bien. Cette maison à Selwood doit valoir au moins 600 000 €, plus sa pension, ses économies. Je ne sais pas, a dit papa. Son avocat a appelé, a dit qu'il y a une lecture du testament la semaine prochaine. Qui est l'exécuteur? Son avocat. Un type nommé William Parker. Ma tante Linda était intervenue. John vivait simplement. Il a probablement tout laissé à toi, David. Tu es la famille la plus proche. Peut-être, avait dit papa. On verra. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a mentionné que j'avais été listé comme ayant la procuration médicale. Personne ne semblait curieux de savoir pourquoi. J'étais parti tôt, prétextant une garde à l'hôpital. C'était il y a 2 semaines. Maintenant, à 12h30 ce mardi, mon alarme s'est déclenchée. Je me suis habillé dans mon seul bon tailleur, gris anthracite, porté pour les entretiens d'embauche et les rares comparutions au tribunal pour des cas de patients. J'ai conduit jusqu'au centre-ville à l'adresse que papa m'avait envoyée par SMS. Parker & Associates occupait le 10e étage d'un immeuble près de Pioneer Courthouse Square. Hall en marbre, porte en acajou, le genre d'endroit qui criait service juridique coûteux. Je me suis présenté à la réceptionniste à 13h50. Sophia Martinez pour la lecture de la succession de John Martinez. Elle a vérifié son ordinateur. Oui, mademoiselle Martinez. Salle de conférence B. Au bout du couloir, dernière porte à gauche. Vous êtes quelques minutes en avance. C'est bien. J'ai marché le long du couloir, le cœur battant. Peut-être que papa avait raison. Peut-être que je n'avais pas ma place ici.
Oncle John avait tout laissé à ses frères comme il se doit. Je n'étais qu'une nièce. L'histoire de la procuration médicale n'était probablement que par commodité parce que j'étais dans la santé et pouvais comprendre la terminologie médicale. J'ai atteint la salle de conférence B, pris une profonde inspiration, ouvert la porte. Papa était déjà là, assis à une grande table avec maman. Marcus et Elena étaient assis en face d'eux. Oncle Robert et tante Linda, quelques cousins que je connaissais à peine. Et au bout de la table, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs et au visage bienveillant. Il a levé les yeux quand je suis entré. Papa m'a vu et son visage est devenu rouge. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'assiste à la lecture du testament, ai-je dit doucement. »« Je t'ai dit de ne pas venir. C'est pour la famille. Je suis de la famille. Tu sais ce que je veux dire. Les gens qui étaient vraiment dans la vie de John. Tu lui as rendu visite 2 fois en 10 ans. Sophia. David, a dit l'avocat calmement. Mademoiselle Martinez est nommée dans le testament. Sa présence est requise. L'expression de papa est passée de la colère à la confusion. Nommé dans le testament? Pourquoi? Un montant symbolique. S'il vous plaît, que tout le monde s'assoie. L'avocat a dit, je suis William Parker, l'avocat de la succession de John. Nous commencerons dans un instant. Je me suis assise sur la seule chaise vide à l'autre bout de la table, loin de ma famille. Elena me fixait. Marcus avait l'air mal à l'aise. Maman chuchotait quelque chose à papa. Monsieur Parker a arrangé des papiers devant lui. D'abord, permettez-moi d'exprimer mes condoléances. John était un homme merveilleux. J'ai eu le privilège de le connaître pendant plus de 15 ans. Papa a hoché la tête. Merci. Avant de commencer, a continué Monsieur Parker, je dois clarifier certaines choses. Ce testament a été exécuté il y a 2 ans, en septembre 2022. John était tout à fait sain d'esprit, comme documenté par son médecin. Le testament a été témoigné par 2 parties non liées et notariées. Il est juridiquement contraignant et irrévocable. Bien sûr, a dit papa. John a également laissé des instructions spécifiques selon lesquelles je devais lire l'intégralité du testament sans interruption, puis répondre aux questions après. Je demande que tout le monde respecte cette demande. Nous avons tous hoché la tête. Monsieur Parker a ouvert le document. Dernière volonté et testament de John Anthony Martinez, exécuté le 15 septembre 2022. Il a lu les préliminaires juridiques, esprit saint, remplacement des testaments précédents, désignation de l'exécuteur. Puis il est arrivé au legs. À mon frère David Martinez, je laisse la somme de 10 000 €. Silence. Le visage de papa est devenu pâle. À mon frère Robert Martinez, je laisse la somme de 10 000 €. La bouche d'oncle Robert s'est légèrement ouverte. À ma belle-sœur, Patricia Martinez, épouse de David, je laisse la somme de 5 000 €. Maman a serré la main de papa. À ma nièce, Elena Martinez, je laisse la somme de 5 000 €. Elena a émis un petit son. À mon neveu, Marcus Martinez, je laisse la somme de 5 000 €. Marcus fixait la table. L'intégralité de ma succession restante a continué Monsieur Parker, sa voix stable, y compris ma résidence au 4156 South Spokane Street, tous les comptes bancaires, comptes d'investissement, comptes de retraite, biens personnels et tout autre actif non spécifiquement mentionné ci-dessus. Je laisse à ma nièce, Sophia Elena Martinez. La pièce a explosé. Quoi? Papa s'est à moitié levé de sa chaise. C'est impossible, a crié oncle Robert. Elena a éclaté en sanglots. Monsieur Parker a levé la main. S'il vous plaît, laissez-moi finir. La succession a été évaluée à environ 2,8 millions €, a-t-il continué calmement. Cela inclut la résidence de Selwood évaluée à 650 000 €, les comptes d'investissement et de retraite totalisant 1,9 million €, les comptes d'épargne et chèques de 200 000 €. Et les biens personnels y compris un Toyota Tacoma 2018 et des articles ménagers évalués à environ 50 000 €. 2,8 millions, a dit papa. Sa voix était creuse. À Sophia? Oui. C'est une fraude, a dit oncle Robert immédiatement. Elle l'a manipulée. Elle est dans la santé. Elle avait accès. Monsieur Martinez a interrompu Monsieur Parker fermement. Je dois vous avertir que des accusations comme celle-là sans preuve pourraient vous exposer à une responsabilité juridique sérieuse. Mais elle le connaissait à peine. Papa s'est tourné vers moi. Tu lui as rendu visite 2 fois, peut-être 3. En fait, a dit Monsieur Parker, ce n'est pas exact. Ce qui m'amène à la lettre que John a laissée pour être lue à ce moment. Il a sorti une enveloppe. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les serrer ensemble sur mes genoux.
Monsieur Parker a ouvert la lettre et a commencé à lire avec la voix d'oncle John. Pratique, chaleureuse, directe. À ma famille. Je sais que cette décision va en dérouter et en mettre certains en colère. Donc, je vais l'expliquer clairement. Ces 8 dernières années, Sophia est venue chez moi chaque dimanche. De 13h à 17h. Elle n'a jamais manqué sauf 4 dimanches. 2 quand elle était en vacances à Hawaï, 1 quand elle avait la grippe, et 1 quand j'étais à l'hôpital. Elle est venue sous la pluie. Elle est venue sous la chaleur. Elle est venue quand elle était épuisée par des gardes de 12 heures aux urgences. Elle est venue quand elle avait ses propres problèmes. Elle est venue parce qu'elle le voulait. Nous déjeunions ensemble. Elle a appris toutes mes recettes. Nous travaillions dans le jardin. Ces tomates que vous avez tous complimentées au dîner de Noël? Sophia en a planté et entretenu la plupart. Nous regardions des matchs ensemble. Les Blazers, les Timbers, ceux qui passaient. Nous parlions. Vraiment parlions. De tout. Mon enfance à Santa Fe, sur laquelle aucun de vous n'a jamais posé de questions. Ses patients, et les défis de la médecine d'urgence. Politique, livres, cuisine, vie, mort, regrets, rêves. Elle me connaissait. Elle me connaissait moi. David, tu es mon frère et je t'aime, mais tu m'appelais tous les 3 ou 4 mois. Tu demandais comment j'allais, mais tu n'attendais pas une vraie réponse. Tu me disais que je devrais vendre ma maison et déménager dans une résidence pour retraités, même si je te disais que j'aimais ma maison. Tu venais peut-être une fois par an pour un dîner de fête où tu restais 2 heures et partais. Robert, pareil. Sauf que tu appelais moins souvent et tes visites étaient plus courtes. À vous tous, je ne vous reproche pas de vivre vos vies. Vous aviez des carrières, des familles, des responsabilités. Je comprends. Mais Sophia a pris le temps. 4 heures chaque semaine. C'est 208 heures par an. Sur 8 ans, c'est 1664 heures. Presque 70 jours complets de sa vie. Elle a fait cela tout en travaillant 50 à 60 heures par semaine aux urgences, tout en remboursant ses prêts étudiants, tout en construisant sa carrière, tout en ayant sa propre vie à vivre. Elle l'a fait parce qu'elle m'aimait. Pas parce qu'elle attendait quelque chose. Parce qu'elle me voyait comme une personne avec qui il valait la peine de passer du temps. Quand j'ai été diagnostiqué avec une fibrillation atriale il y a 3 ans, Sophia m'a emmené à chaque rendez-vous de cardiologie. Elle m'a aidé à comprendre mes médicaments. Elle s'est assurée que je les prenais correctement. Elle m'appelait tous les matins pour vérifier que j'avais pris mon anticoagulant. Quand j'ai eu une alerte cancer il y a 2 ans, elle m'a tenu la main pendant la biopsie, s'est assise avec moi pendant que nous attendions les résultats, a célébré avec moi quand c'est revenu bénin. Aucun de vous ne savait rien de tout cela parce que vous n'avez pas demandé. Vous ne saviez pas que j'avais une EFA. Vous ne saviez pas pour l'alerte cancer. Vous ne saviez pas que Sophia venait chaque dimanche. Vous ne saviez pas parce que vous ne faisiez pas attention. Sophia m'a demandé une fois pourquoi je ne vous disais pas à tous qu'elle venait. Je lui ai dit que vous vous sentiriez soit coupable et commenceriez à venir par obligation, ce que je ne voulais pas, soit vous seriez bizarre à ce sujet et l'accuseriez de vouloir mon argent. On dirait que j'avais raison sur cette deuxième partie. Voici la chose. Sophia ne savait pas pour mon argent. Pas spécifiquement. Elle savait que je possédais ma maison. Elle savait que j'avais une pension. Mais nous n'avons jamais discuté de mes investissements ou économies. Je m'en suis assuré. Quand je lui ai demandé d'être ma mandataire médicale il y a 2 ans, elle a essayé de refuser. A dit que ça devrait être David en tant que parent vivant le plus proche. J'ai insisté. Je voulais quelqu'un qui comprendrait vraiment ce que disait le médecin et prendrait des décisions basées sur ce que je voulais, pas sur ce qui était pratique. Elle a fait cela parfaitement. Quand j'ai eu l'AVC, elle est restée avec moi. Les infirmières m'ont dit plus tard enfin, elles l'ont dit à mon avocat puisque j'étais inconscient et que Sophia a passé presque 72 heures d'affilée à l'hôpital, ne partant que pour ses gardes. Elle m'a tenu la main. Elle m'a parlé même si je ne pouvais pas répondre. Elle a défendu mon confort. David, tu es venu 30 minutes. Tu as posé des questions sur les papiers juridiques et qui prendrait les décisions. Puis tu es parti. Je ne vous dis pas cela pour vous blesser. Je vous le dis pour que vous compreniez. Sophia a mérité cet héritage par 8 ans de présence. Par 1664 heures à choisir de passer du temps avec moi. Par le fait de se soucier de moi en tant que personne, pas comme une obligation ou une future source d'argent. La répartition monétaire est la suivante. À 1664 heures sur 8 ans, je laisse à Sophia environ 1683 € par heure de compagnie. Cela me semble juste. David et Robert, vos 10 000 € chacun reviennent à environ 200 € par visite sur 8 ans. Également juste.
Tout le monde, vos montants de 5000 € sont des reconnaissances symboliques que vous êtes de la famille et que je vous aimais, même si vous n'étiez pas présent. Si vous êtes en colère à ce sujet, demandez-vous, quand est-ce la dernière fois que vous avez passé 4 heures avec moi? Quand est-ce la dernière fois que vous avez posé des questions sur ma vie et vraiment écouté la réponse? Quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes montré sans qu'on vous le demande? Sophia a fait ça chaque semaine pendant 8 ans. Ça compte. C'est ce que je récompense. J'espère que vous apprendrez de cela. Que la présence compte. Que se montrer compte. Que voir les gens comme des personnes, pas comme des éléments sur une liste de tâches, compte. Peut-être que vous le ferez, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, Sophia a mérité chaque centime. Avec amour et absolument aucun regret. John Anthony Martinez. Monsieur Parker a posé la lettre. Le silence était absolu. Je pleurais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Oncle John avait su. Bien sûr, il avait su. Il avait tout planifié, tout documenté, anticipé chaque objection. Chaque dimanche, a chuchoté maman. Pendant 8 ans, j'ai hoché la tête, incapable de parler. Tu nous as dit que tu travaillais, a dit papa. Sa voix était étrange. Creuse. J'ai menti. Pourquoi? Parce qu'oncle John me l'a demandé. Parce qu'il ne voulait pas que vous veniez par culpabilité. Parce qu'il voulait que notre temps ensemble soit authentique, pas obligatoire. Tu aurais dû nous le dire, a dit Elena. Elle pleurait aussi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé. Auriez-vous commencé à venir? Silence. Nous aurions pu, a insisté Elena. Mais vous ne l'avez pas fait, ai-je dit doucement. Pendant 8 ans, vous ne l'avez pas fait. Et oncle John était d'accord avec ça. Il voulait juste quelqu'un qui voulait vraiment être là. Oncle Robert s'est levé brusquement. C'est de la manipulation. Clairement de la manipulation. Nous contestons cela. C'est votre droit, a dit Monsieur Parker. Cependant, je dois vous informer que John a anticipé cela. J'ai une documentation étendue, registre de sécurité du bâtiment de son centre communautaire pour seniors où il faisait du bénévolat. Sophia l'y conduisait chaque semaine et signait comme son accompagnatrice. Dossiers médicaux montrant que Sophia a assisté à chaque rendez-vous médical. Témoignages de voisins qui ont vu la voiture de Sophia chez John chaque dimanche pendant des années. Relevés téléphoniques montrant des appels matinaux quotidiens de Sophia à John pour vérifier ses médicaments. Il a sorti un dossier d'au moins 5 cm d'épaisseur. John a tout documenté. Il voulait s'assurer qu'il ne pourrait y avoir aucune contestation réussie. Toute tentative sera coûteuse, et selon mon opinion professionnelle, échouera. Combien coûteuse, a demandé papa doucement. Les frais juridiques pour une contestation s'élèvent généralement de 25 000 à 50 000 €. Et si vous perdez, ce qui arrivera, le juge peut vous ordonner de payer les frais juridiques de Sophia également. Vous regarderiez potentiellement 75 000 à 100 000 € de coûts totaux. Oncle Robert s'est rassis, le visage rouge. C'est incroyable, a dit Marcus. Il me regardait. Tu lui as vraiment rendu visite chaque semaine? Oui. Et nous ne le savions pas? Non. Parce qu'il t'a demandé de ne pas nous le dire. Oui. Marcus a passé ses mains dans ses cheveux. Jésus. Nous étions vraiment si inconscients. Vous étiez occupés avec vos propres vies, ai-je dit. Je ne vous en veux pas pour ça. Mais ne soyez pas en colère contre moi pour avoir passé du temps avec lui. 2,8 millions, a dit papa. Il ne me regardait pas. Il fixait la table. Il avait 2,8 millions? Oui, a confirmé Monsieur Parker. Et il a laissé presque tout à Sophia. Oui. Moins les legs spécifiques à vous et votre famille, qui totalisent 45 000 €. Parce qu'elle lui rendait visite les dimanches. Parce qu'elle était présente dans sa vie, a corrigé Monsieur Parker doucement. Il y a une différence. Papa s'est levé. J'ai besoin d'air. Il est sorti. Maman a suivi. Oncle Robert et tante Linda ont échangé des regards et sont partis aussi. Mes cousins sont sortis silencieusement. Elena a hésité à la porte. Je ne sais pas si je dois être en colère contre toi ou fière de toi, a-t-elle dit. Tu peux être les deux, ai-je répondu. Elle est partie. Marcus est resté. Je ne vais pas contester, a-t-il dit. Pour ce que ça vaut. D'accord. Je veux dire, je suis choqué. Et ouais, une partie de moi est jalouse. 2,8 millions c'est de l'argent qui change la vie. Je sais. Mais tu l'as mérité. Il a secoué la tête. Chaque dimanche pendant 8 ans?
Je ne peux même pas m'engager à aller à la salle de sport 2 fois par semaine. Tu t'es montré pour oncle John chaque semaine. Je le voulais. C'est ce qui rend ça réel. Il s'est levé. J'espère que papa reviendra. Il est blessé en ce moment. Se sent coupable, probablement. C'est pourquoi il est en colère. Je sais. Donne-lui du temps. Marcus est parti. J'étais seul avec Monsieur Parker. Comment allez-vous, a-t-il demandé gentiment. Je ne sais pas submerger. C'est compréhensible. Pour ce que ça vaut, John était très certain à ce sujet. Il a passé des mois à planifier le testament. Il voulait s'assurer que vous seriez pris en charge. Je ne lui rendais pas visite pour l'argent. Il le savait. C'est exactement pourquoi vous l'obtenez. J'ai essuyé mes yeux. Que se passe-t-il maintenant? La succession va passer par l'homologation. 4 à 6 mois généralement. Je m'occuperai de cela en tant qu'exécuteur. Les legs spécifiques à votre famille seront distribués dans les 30 jours. Une fois l'homologation terminée, vous recevrez la maison et tous les comptes. Et s'ils contestent, je m'occuperai de cela aussi. Je suis confiant que nous prévaudrons. Les preuves sont accablantes. J'ai hoché la tête. D'accord. John a aussi laissé autre chose pour vous. Monsieur Parker a sorti une petite enveloppe. Il m'a demandé de vous donner ceci en privé. Je l'ai prise avec des mains tremblantes. Mon nom écrit de la main d'oncle John. Prenez votre temps, a dit Monsieur Parker. Je serai dans mon bureau quand vous serez prête. Il est parti. Je me suis assise dans la salle de conférence vide et j'ai ouvert l'enveloppe. Chère Sophia. Si tu lis ceci, je suis parti. Je suis désolé pour ça. J'aurais aimé plus de dimanches ensemble. À présent, tu es au courant de l'héritage. Tu as probablement essayé de le refuser, ou au moins tu t'es senti coupable de l'accepter. Ne le fais pas. Tu m'as donné 8 ans de dimanche. Tu m'as donné de la compagnie, des rires, un but. Tu as fait de mes années de retraite certaines des meilleures de ma vie. J'ai vécu simplement parce que j'économisais cet argent pour quelque chose qui comptait. Il s'avère que ce qui comptait, c'était toi. Utilise-le sagement. Utilise-le joyeusement. Utilise-le pour construire une vie qui te rend heureuse. Rembourse tes prêts étudiants. Achète une maison avec un jardin où tu pourras utiliser tout ce que je t'ai appris. Voyage. Prends des risques. Vis pleinement. Ne laisse pas la réaction de ta famille te faire sentir coupable. Tu as mérité cela par ta présence et ton amour. C'est la monnaie la plus précieuse qui soit. Merci pour chaque dimanche. Merci pour chaque conversation. Merci de m'avoir vu comme une personne, pas comme un vieil homme marquant le temps. Tu as rendu ma vie meilleure. J'espère que cet argent rendra la tienne meilleure aussi. Avec tout mon amour. Oncle John. PS Le Tacoma est à toi aussi. Je sais que tu conduis cette Civic délabrée depuis des années. Le camion est payé, bien entretenu, et a un super système audio pour chanter sur n'importe quelle mauvaise musique que vous, les jeunes, écoutez ces jours-ci. Je me suis assise dans cette salle de conférence et j'ai sangloté. Les 3 semaines suivantes furent brutales. Mon téléphone a explosé de messages de la famille élargie, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, exigeant que je fasse la bonne chose et partage l'héritage. Tante Linda m'a traité de manipulatrice. Oncle Robert menaçait d'action en justice quotidiennement. Papa ne me parlait pas du tout. Maman a appelé une fois. Comment as-tu pu garder ce secret pendant 8 ans, a-t-elle demandé. Oncle John me l'a demandé. Tu aurais dû nous le dire. Nous aurions pu venir aussi. L'auriez-vous fait? Silence. Je ne rends pas l'argent, maman. Je ne te demande pas de le faire. J'essaie juste. J'essaie de comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? J'aimais oncle John. J'ai passé du temps avec lui. Il appréciait ça. C'est tout. Ça ressemble à une trahison, a-t-elle dit doucement. De qui? De nous. Ta famille. Je n'ai trahi personne. Je me suis juste montré pour quelqu'un qui avait besoin de moi. Elle a raccroché. Fidèle à sa parole, Marcus n'a pas contesté. Elena a appelé 2 semaines après la lecture, pleurant. J'aurais dû lui rendre visite plus souvent. J'aurais dû me soucier plus. Il t'aimait quand même, lui ai-je dit. Il aimait juste différemment en fonction de la présence des gens. Vas-tu partager une partie avec moi et Marcus? Elena. Je n'exige pas. Je demande. En tant que ta sœur. Je vais y réfléchir. D'accord.
4 semaines après la lecture du testament, oncle Robert a déposé une contestation. Motif, influence indue, isolement du défunt, profit de sa vulnérabilité en tant que personne âgée. Monsieur Parker m'a appelé. Ne vous inquiétez pas, nous nous y attendions. Avez-vous des preuves de votre relation avec John? Photos, SMS, n'importe quoi. J'ai passé le week-end à rassembler 8 ans de documentation. Des centaines de photos de dimanches après-midi. Des milliers de SMS, en route, à bientôt, merci pour le déjeuner, ce rôti était parfait, match des Blazers ce soir, le jardin a l'air super. Preuve d'une vraie relation, d'une présence constante, d'amour. L'audience au tribunal était prévue pour 5 mois plus tard. Entre-temps, j'ai reçu les 45 000 € en legs symboliques à distribuer à ma famille. J'ai écrit les chèques personnellement, les ai livrés chez papa. Il a ouvert la porte, pris les chèques, et l'a refermé sans un mot. 5 mois après la lecture du testament, nous étions assis à la cour de circuit du comté de Multnomah. La juge Sarah Chin présidait. Elle avait la cinquantaine, des yeux vifs et l'air de quelqu'un qui n'avait pas de patience pour les bêtises. L'avocat d'oncle Robert, un homme nommé Patrick Hughes, a présenté leur cas. Que j'avais isolé oncle John de sa famille. Que j'avais manipulé un homme âgé vulnérable. Qu'en tant que professionnel de la santé, j'avais un avantage injuste pour comprendre ses problèmes de santé et aurais pu influencer ses décisions. Il n'avait aucune preuve réelle, juste des spéculations et des implications. Puis Monsieur Parker a présenté des heures de documentation du centre de bénévolat d'oncle John montrant que j'avais signé comme son accompagnatrice chaque mercredi soir pendant 5 ans. Je l'avais conduit à son bénévolat au programme de repas communautaire. Des relevés téléphoniques montrant que je l'avais appelé chaque matin pendant 3 ans pour lui rappeler son médicament anticoagulant. Des dossiers médicaux montrant que j'avais assisté à chaque rendez-vous médical ces 4 dernières années. Témoignage de son cardiologue, Sophia était à chaque rendez-vous. Elle prenait des notes. Elle posait des questions. Elle s'assurait que John comprenait son traitement. Elle était le membre de la famille le plus impliqué que j'ai jamais vu. Et j'ai été surpris d'apprendre que le reste de la famille se considérait proche de John. Témoignage des voisins d'oncle John. Madame Chin d'à côté, la voiture de Sophia était là chaque dimanche comme une horloge. Elle aidait John avec son jardin. Parfois je les voyais sur le porche juste à parler et rire. Le reste de la famille, je les voyais à Noël. Parfois. Peut-être. Registre du bâtiment médical d'oncle John montrant ma signature sur les registres des visiteurs pour des centaines de rendez-vous. Photo couvrant 8 ans, oncle John et moi dans le jardin. Cuisinant ensemble. Au match des Blazers. Au stade des Timbers. À la librairie Powell S. Vivant la vie ensemble. SMS, des milliers d'entre eux, vérification quotidienne, plan pour dimanche, blagues partagées, vraie conversation. Et la lettre d'oncle John, expliquant tout avec ses propres mots. La juge Chin a tout examiné silencieusement. Puis elle a regardé oncle Robert. Monsieur Martinez. Je pratique le droit depuis 28 ans. J'ai vu des cas légitimes d'abus de personnes âgées et de manipulation. Ce n'en est pas un. L'avocat d'oncle Robert a commencé à objecter, mais la juge Chin a levé la main. Votre frère a laissé une explication claire et documentée de sa décision. Il a été évalué par plusieurs médecins et trouvé tout à fait compétent. Les preuves montrent un schéma de 8 ans de soins constants et de compagnie de la part de mademoiselle Sophia Martinez. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Martinez, les preuves montrent que vous avez fourni des soins extraordinaires à votre oncle. Vous l'avez fait tout en travaillant à temps plein dans une profession exigeante. Vous l'avez fait sans attendre d'héritage. La documentation montre que votre oncle n'a jamais discuté de sa situation financière avec vous. Retour à oncle Robert. Si vous vouliez hériter, vous auriez dû être présent dans sa vie. Votre frère a rendu ses souhaits clairs. Il a valorisé la présence par rapport au lien du sang. C'était son droit. Elle a frappé son marteau. Contestation rejetée. Le testament de John Martinez reste tel qu'écrit. De plus, étant donné le manque total de preuves soutenant cette contestation, j'accorde à mademoiselle Sophia Martinez ses frais juridiques à payer par la partie contestante. Monsieur Martinez, vous paierez aussi les frais de justice. Monsieur Parker s'est penché. C'est 32 000 € qu'ils vous doivent. Oncle Robert s'est levé et est sorti sans regarder personne. À l'extérieur du tribunal, papa attendait. Il avait assisté à l'audience mais ne s'était pas assis du côté d'oncle Robert, juste au fond à observer. Sophia, a-t-il dit. Papa. Je ne vais pas m'excuser, a-t-il dit. Je suis encore en train de traiter tout ça. Encore en colère, honnêtement. D'accord. Mais je voulais que tu saches que je ne conteste pas. Et j'ai convaincu ta mère de ne pas le faire non plus. Merci.
Cette lettre que John a écrite. La voix de papa s'est légèrement brisée. La partie sur moi demandant comment il allait mais n'attendant pas de réponse. C'était vrai. Je faisais ça à chaque fois. Je n'ai rien dit. Je pensais être un bon frère, prenant des nouvelles, restant en contact. Mais je n'étais pas vraiment présent, n'est-ce pas? Tu as fait ce que tu pouvais avec le temps que tu avais, ai-je dit doucement. Non, j'ai fait le minimum. Tu as fait ce que tu pouvais. Il y a une différence. Nous sommes restés en silence. J'aimerais essayer, a dit papa. D'être plus présent. Avec toi au moins. Si tu me le permets. J'aimerais bien ça. 6 mois après la mort d'oncle John, la succession a passé l'homologation. J'ai tout hérité. La maison à Selwood, les comptes d'investissement, les économies, les 2,8 millions. Je me suis assise sur le porche avant d'oncle John, mon porche avant maintenant un dimanche après-midi, buvant du café et regardant le jardin. Les tomates arrivaient. Je les avais plantées moi-même cette année, utilisant tout ce qu'oncle John m'avait appris. Le sol était parfait, l'espacement correct, les variétés qu'il avait recommandées. J'ai pensé à ce qu'il fallait faire de tout ça. L'argent, la maison, l'avenir. J'ai appelé Monsieur Parker en premier. Je veux créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants assistants médicaux issus de milieux à faible revenu. 50 000 € par an. Votre oncle adorerait ça. Et je veux faire un don à l'American Heart Association pour la recherche sur l'AFA. 100 000 € au nom d'oncle John. Merveilleux. J'ai pris plus de décisions au cours des semaines suivantes. J'ai gardé la maison et emménagé. De mon petit appartement du Pearl District au bungalow artisanal d'oncle John avec le grand jardin et les souvenirs des dimanches après-midi. J'ai remboursé mes 180 000 € de prêts étudiants. Chaque centime. Le poids qui s'est levé quand j'ai fait ce dernier paiement était indescriptible. J'ai investi la majeure partie du reste assez prudemment pour savoir que je serais financièrement en sécurité pour la vie. J'ai continué à travailler à Providence Portland. Même urgence, même garde, mais maintenant sans le stress financier constant. Plus de repas sautés pour économiser de l'argent. Plus de réparations de voitures ou de rendez-vous médicaux repoussés. Et chaque dimanche, j'ai gardé la tradition d'oncle John. Je cuisinais ses recettes, travaillais dans le jardin, regardais le match qui passait. Parfois papa venait. Nous reconstruisions quelque chose lentement. Ce n'était pas ce que j'avais avec oncle John, mais c'était réel. Nous cuisinions ensemble, travaillions dans le jardin, parlions de choses qui comptaient vraiment. Maman venait parfois aussi. Elena a commencé à visiter occasionnellement. Marcus quand il pouvait. Nous apprenions, lentement, à quoi ressemblait la présence. Le fonds de bourse a aidé sa première étudiante cette année-là. Une mère célibataire de 26 ans faisant ses études d'assistante médicale. Elle m'a envoyé une note de remerciement avec une photo d'elle dans sa blouse blanche lors de son premier jour de stage clinique. Oncle John aurait adoré ça. J'ai souvent pensé à sa lettre. À utiliser l'argent sagement, joyeusement, pour construire une vie qui me rend heureuse. J'essayais. J'avais voyagé au Nouveau-Mexique pour voir où oncle John avait grandi. Visiter les endroits dont il m'avait parlé dans nos conversations du dimanche. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un rencontré à l'hôpital qui ne se souciait pas de mon argent et appréciait que je puisse faire pousser des tomates anciennes. Je construisais une vie. 1 an après l'héritage, Elena s'est arrêtée un dimanche avec du café. Nous nous sommes assis sur le porche en silence pendant un moment. Je suis désolé, a dit Elena finalement. Pour ma réaction. Pour avoir été en colère au lieu d'être fier de toi. C'est bon. Ce n'est pas bon. Tu as fait quelque chose de vraiment spécial. Tu t'es montré pour oncle John pendant 8 ans. C'est incroyable. Et j'étais en colère parce que je me sentais coupable de ne pas avoir fait la même chose. Tu vivais ta vie, ai-je dit. Je sais. Mais j'aurais pu prendre le temps. J'aurais dû prendre le temps. Nous sommes restés silencieuses. L'argent, a dit Elena. Je n'en demande pas. Je veux juste que tu saches que je suis contente qu'il te l'ait laissé. Tu l'as mérité. Merci. Je le pense. Et je vais essayer d'être meilleure. D'être plus présente. Pour toi, pour maman et papa, pour les gens qui comptent. C'est tout ce qu'oncle John voulait, ai-je dit. Que les gens apprennent à se montrer. 2 ans après la mort d'oncle John, je me suis assise sur le porche un dimanche après-midi. Les tomates étaient parfaites cette année. Les poivrons arrivaient en force. Les herbes prospéraient. Chaque plante une leçon qu'il m'avait apprise. Chaque rangée un dimanche après-midi passé ensemble.
J'ai pensé à ce qu'il avait écrit dans sa lettre sur l'utilisation de l'héritage pour construire une vie qui me rend heureuse. Je faisais ça chaque jour. L'argent avait changé ma vie, éliminé les dettes, fourni la sécurité, ouvert des possibilités. Mais le véritable héritage n'était pas l'argent. C'était les 8 ans de dimanche. Les leçons sur le fait de se montrer. La connaissance que la présence compte plus que tout. Oncle John m'avait appris cela. Et chaque dimanche après-midi, assis sur ce porche travaillant dans ce jardin, j'honorais cette leçon. Je me montrais. J'étais présente. Je vivais pleinement. C'était le véritable héritage. Les 2,8 millions n'étaient que la preuve.